Bonsoir à tous, bienvenue. Mercredi 25 août, voici les titres de votre journal. De fortes pluies à Abidjan aujourd'hui, comme annoncé par la météo. Cette pluie a perturbé la journée de plusieurs riverains. Certains ont été victimes d'inondations. Vous aurez le constat de nos équipes de reportage dans ce journal. C'est bientôt la fin des vacances. Parents et élèves se préparent pour la rentrée scolaire prévue en septembre. Les inscriptions en ligne se font au compte-gouttes, comme vous le verrez dans ce journal. Dans les écoles, on s'apprête à recevoir les élèves. Une forte pluie s'est abattue aujourd'hui sur la ville d'Abidjan. Elle a surpris peu d'ans. Pourtant, la météo l'avait annoncé. Nos équipes de reportage se sont rendues à Koumassi et à la Palmeraie pour rencontrer des victimes d'inondations. Certaines craignent le pire. Jean-Michel Kouadio, Arunazeba. Les Abidjanais se sont réveillés ce matin sous une pluie battante. Une pluie qui a duré toute la journée, ou presque. Perturbant ainsi de nombreuses activités. Cette pluie, les prévisions météorologiques l'avaient annoncé. De légers cas d'inondation ont été observés par endroits. En tout cas, 9 kilos étaient bouchés. Il n'y avait même plus de voie même pour pouvoir traverser pour arriver jusqu'au magasin. Quand on a souffert aujourd'hui, le caniveau est là, mais apparemment le caniveau ne sert à rien. C'est inutile, quoi. Si la note casse comme ça, c'est tombé, c'est gâté. La pluie a fait tomber ça, on vient, tout est gâté. On a plein de paquets de mèches qu'on a jetés. D'habitude, à 7 heures, on est là, on ouvre le magasin. Mais aujourd'hui, on était obligé de venir à 11 heures. On dit que la journée n'est pas bonne parce qu'il y a l'eau partout. Si tu as quoi bas là, on ne peut même pas passer. Tu dois garer la voiture et que l'eau passe d'abord avant de partir. C'est-à-dire tout le monde est garé aujourd'hui parce que, en tout cas, il n'y a pas de route. Quand on pleut comme ça, on ne peut pas dormir. L'eau la rentre. Jusqu'à matin, là, on a ramassé l'eau là jusqu'à aller là, mais je suis fatiguée. Ma fille là, mais elle est ici là, il est sommeil. Moi-même, dedans là, tout s'est mouillé. Eustache Goribi, spécialiste des problématiques urbaines, propose des mesures drastiques pour éradiquer définitivement le problème de l'inondation en Côte d'Ivoire. Le climat mondial a changé. Et en Côte d'Ivoire, effectivement, chaque année, on observe des inondations aux mêmes endroits. Il y a des changements importants dans le régime de précipitation. Il y a une croissance démographique importante qui entraîne des besoins. L'incivisme des populations. Vous voyez un peu tout ce qui est là, sur la route et autres. Ces précipitations extrêmes arrivent régulièrement. Donc il faut s'adapter et il faut adapter les ouvrages de drainage à cette condition nouvelle. Aucun cas grave d'inondation. Les travaux de drainage et d'assainissement réalisés par l'ONAD y sont pour ce résultat. Les habitants des zones à risque sont cependant invités à quitter les lieux. Et c'est bientôt la fin des vacances scolaires. Les écoles s'apprêtent à recevoir les élèves. On en parle avec Pierre Dipomelin. C'est bientôt la fin des vacances scolaires. Les préinscriptions ont été lancées par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à travers les inscriptions en ligne. Les points d'enregistrement, que sont les cybercafés, n'accueillent pas pour le moment une forte affluence. À Trècheville, au quartier Biafra, la Sissi, malgré tout, apprécie bien cette période qui rend floue ses caisses. Il suffit seulement de faire un dépôt sur mon compte, un dépôt de 3 000. Pour les publics, c'est 3 000 normalement. Bon, les 3 000, lorsque je fais les dépôts, voilà. Lorsqu'il y a les 3 000 dans mon téléphone, bon, que je fais le paiement et puis, bon, les clients me donnent les 3 500, moi j'ai mes 500 comme bénéfice. Ouais, très, très intéressant. Le moment d'inscription en ligne, je me retrouve très bien. Autre commune, Yopougon. Face au lycée des jeunes filles, ce cybercafé. Ici, le gérant est occupé à introduire les données d'un élève dans son ordinateur pour procéder à son enregistrement. Lui aussi attend beaucoup de cette rentrée, mais les inscriptions se font au compte-gouttes. Il n'y a pas de grande influence actuellement. Bon, plusieurs personnes arrivent maintenant à inscrire leur enfant seul sur le téléphone. Peut-être à la rentrée, ils vont venir imprimer le reçu chez moi. À la rentrée, oui, ça bouge. Il y a du monde, il y a du monde, à goût du monde. Après les inscriptions en ligne et les paiements, les élèves, parfois accompagnés de leurs parents, viennent achever le processus dans l'établissement scolaire. J'ai fait l'inscription en ligne et puis bon, je suis allée à la banque, j'ai fait son inscription normale. Donc je suis venue pour prendre le billet d'entrée maintenant. C'est le mois prochain, mais si on ne commence pas tôt avec les embouteillages de l'école, tout ça là, vraiment, c'est fatigant. Donc il faut commencer tôt pour mieux être apprêté et puis faire pour les primériens aussi. Les écoles privées, elles, sont alertes. Des équipes de permanence
sont en place pour gérer les affaires courantes et renseigner les parents d'élèves. Les parents d'élèves, les uns pour retirer les fiches de renseignement et les autres, les anciens parents qui n'ont pas pu retirer les bulletins, qui viennent les chercher. Voici un peu les deux catégories de parents d'élèves que nous recevons. Nous assurons la permanence pour recevoir tous ces visiteurs dont je parlais. Nous recevons beaucoup, aussi les parents qui viennent faire les demandes de transfert, soit pour partir, soit pour arriver chez nous. La rentrée scolaire cette année est fixée au 13 septembre 2021. Intéressons-nous maintenant à la photographie. Une exposition se tient en ce moment à l'INSAC. Des jeunes photographes exposent leurs œuvres. Ce vernissage vise la promotion des métiers liés au 8e art. Salif Yalekwe pour plus de précisions. Salle Christian Latier de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC. Des images de jeunes photographes arborent les murs de cette mythique salle. Des images de la ville d'Abidjan, des prises de vue de campagne, des stars de la musique urbaine comme des sportifs, des captations d'instants de tristesse. Nous sommes à l'exposition collaborative en marge de la Journée mondiale de la photographie, initiée par l'association Lumière sur l'image. 22 jeunes artistes exposent leur savoir-faire dans un contexte marqué par le développement du numérique qui ringardise la photo classique. La photographie est incontournable. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une cérémonie ou bien on ne peut pas vivre un événement sans immortaliser cet événement. Pour avoir un appareil photo, il faut avoir un bon budget. Et pour avoir des images de qualité, il faut avoir un bel appareil photo. Donc, c'est la première difficulté, c'est l'accès au matériel. Une fois qu'on a maintenant accès au matériel, c'est le marché. Le marché, c'est obtenir des clients. Parfois, la tarification n'est pas juste. Là où vous prendrez 1000 francs, quelqu'un d'autre va prendre 100 francs. Et c'est vraiment un handicap pour ma part. Et aujourd'hui, de plus en plus, les laboratoires photos sont en train de disparaître. Donc, il faut qu'on pense encore à créer de nouveaux laboratoires photos pour pouvoir sortir des photos et imprimer des photos pour que les photos ne restent pas que dans les portables. Des étudiants, accompagnés de leurs maîtres, découvrent ce vernissage avec ces jeunes professionnels qui expliquent leurs œuvres. D'aucuns pensent que faire de la photo, ça ne se limite seulement qu'à prendre son portable aujourd'hui et puis faire des images. À l'époque, on avait des photographes, des nagos, qui nous faisaient des photos à tout bout de champ. Mais aujourd'hui, tout le monde a cette possibilité, mais il faut savoir que ce n'est pas donné à tous. Il y a assez d'émotions à dégager, il y a assez de recherches à faire, il y a assez de travaux à marquer à travers l'image qu'on doit s'y attacher en prenant soin de connaître certaines règles de ce métier-là. C'est un métier. Les étudiants ne doivent pas toujours rester dans les quatre murs. Il faut qu'ils sortent des quatre murs pour pouvoir découvrir. Et c'est quand les enfants découvrent que ça enrichit leur créativité. La photographie en elle-même tend à disparaître à l'école d'art. Donc au-delà même de la peinture et d'autres disciplines artistiques, la photographie trace aussi le passé et immortalise les choses. Donc c'est une bonne vraiment occasion pour nous les étudiants de découvrir cela. Ce vernissage a été organisé dans le but de contribuer au développement de la photographie amateur et professionnelle de l'image. C'est en 1837 que cette journée mondiale a été créée. Et je vous donne maintenant des nouvelles de la petite de 3 ans qui avait été violée par l'ex-compagnon de sa mère il y a quelques jours. L'enfant et la mère ont été pris en charge par le gouvernement et ont reçu le soutien de plusieurs associations. On en parle avec Jean-Michel Quadio. Suivi médical et accompagnement psychosocial au centre socio-éducatif d'Abobo, accordé à Ange, la fillette de 3 ans, violée, et sa mère. Nous avons écouté la mère de la victime. Nous l'avons accompagnée à l'hôpital pour des soins parce que nous bénéficions d'un petit appui pour la prise en charge médicale des enfants victimes. On a pu faire un examen, l'examen du VIH. Donc les autres examens, ça sera demain. On va faire ce qu'on appelle la prise en charge psychosociale, avoir des entretiens avec la maman, essayer d'aider la petite à surmonter cette épreuve. Et puis la maman aussi parce qu'elle est sous le choc. Le directeur de ce centre, qui vient en aide aux personnes vulnérables, indique la conduite à tenir en cas de viol. Quand il y a un cas de viol, la première étape, c'est d'abord l'hôpital. Si ce n'est pas fait, on oriente
la victime vers un centre de santé. C'est après le centre de santé, en fonction des besoins de la victime, on oriente cette victime soit vers, si la victime veut porter plainte, on l'oriente vers la police. Si elle ne veut pas porter plainte, on ne peut pas l'obliger, mais on lui fait comprendre l'intérêt de porter plainte. Voilà. Et puis donc, dans la suite, nous, on fait notre travail de prise en charge psychosociale. S'il y a un autre besoin sécuritaire, peut-être si la victime a besoin d'un endroit sécurisé, on peut contacter des partenaires au sein de la plateforme pour placer la victime dans un centre d'hébergement temporaire. Le viol de cette petite fille, il y a une semaine, avait suscité colère et indignation. Le présumé coupable, l'ex-conjoint de la mère, s'est évanoui dans la nature. Et si vous habitez la commune de Trècheville, vous serez heureux d'apprendre qu'un espace de jeu a été aménagé par l'association Kunadi Espoir et Culture, une association des jeunes de la diaspora. Les enfants auront entre autres comme activité la lecture, la danse. Ils pourront également faire de la natation. Une piscine provisoire de 72 heures a été installée au grand bonheur de ces enfants. On en parle avec Salif Yaliko et Mathieu Rambadé. Trècheville, avenue 11, rue 21. Une plage éphémère de 72 heures appelée Trèche Beach. Le temps d'égayer les enfants de ce quartier. Des jeux et animations sont également de la partie. Une initiative de l'association Kunadi Espoir et Culture, essentiellement composée de jeunes de la diaspora de Trècheville, vivant en Europe en collaboration avec l'ONG My Own Business, qui mène des actions citoyennes dans cette cité depuis des années. Pourquoi pas donner l'occasion aussi aux enfants qui sont ici de bénéficier de ce que nous, on peut leur apporter comme aide et épanouissement dans leur jeunesse, quoi. Voilà d'où vient l'idée de Trèche Beach. On a mis l'accent sur les enfants parce que pour nous, c'est très important qu'on puisse s'occuper de nos tout-petits pour en faire des adultes avec des valeurs de cohésion et d'union, accompagner les parents et les aider pour l'éducation de nos futurs cadres. L'activité entièrement gratuite réjouit les bambins et parents qui les accompagnent. Je suis en joie, Eric, oui, mais comment il s'est arrêté là-bas, ça me plaît. Ça me plaît d'être ici. C'est très bien, c'est ça qui est bon. Il ne peut pas faire les mauvais trucs. Il vient jouer ici, très bien, c'est bon. Des ateliers autour de la lecture, des concours de dessin ont également meublé cette édition. Trèche Beach a contribué à agrémenter les vacances scolaires dans cette cité cosmopolite, appelée aussi cité Nzassa. Et puis ce deuil qui frappe la musique ivoirienne, même plus précisément le coupé-décalé. Eskéli, l'oiseau rare, n'est plus. Parfait Francis Tarek, à l'état civil, est décédé ce mercredi des suites d'une maladie à Boaké où il résidait. Ses fans sont désemparés. Pierre Dipomela. L'oiseau rare ne volera plus. Eskéli, le fils d'Ablapoku, n'est plus. Et pourtant, il préparait ses 15 ans de carrière. Il a rendu l'âme très tôt ce matin, aux environs de 4 heures à Boaké, la capitale du Béké, où il s'était installé. Les circonstances de sa mort n'ont pas été précisées. Mais ce départ brusque a été un choc pour ses fans, proches et internautes, qui l'entretenaient avec sa philosophie de vie. Je dis que c'est une courte maladie, parce qu'il y a de cela 4 à 5 jours. Voilà. On a dû se rendre compte qu'il est malade. Parce que lui-même, il sentait que ça allait bien, on causait. C'est une très grosse perte. Et puis je me dis comme ça qu'un artiste ne meurt jamais. Il a fait des choses qui vont rester. Voilà. Et ce que je veux que les gens retiennent de Eskéli, c'est que c'est un artiste très sérieux. Je dirais même trop sérieux, parce que c'est quelqu'un qui respecte tout. Voilà. Il met du sérieux dans tout ce qu'il fait. C'est pas, les mots me manquent, c'était un frère, un ami, tout. Il était tout pour moi en tout cas. Quand il vient à Abidjan, c'est ici, il dormait, il venait dormir au studio avec moi souvent, il laisse sa maison. Vraiment c'est dur, c'est dur. Très très choqué dessus parce que c'est quelqu'un qui est très bien. Voilà, quand il venait, on partageait tout ensemble. Il avait pour habitude, je peux Francky parce que depuis l'enfance on se connaissait et comme voilà, il a grandi comme ça sous mes yeux. Vraiment, ça me choque, sincèrement ça me choque. Et je continue d'être choqué parce que souvent quand je me sens seul là, je n'arrive pas toujours à croire, quoi.
Tu vois, je n'arrive pas à croire parce que vraiment, il est allé très tôt. Traité parfois de fou à cause de la poudre blanche qu'il ne quittait jamais et ses éléments de langage à la limite du raisonnement métaphysique ou peut-être philosophique, Eskéli, la référence, le concepteur de Konami, avait gagné l'estime dans le cœur des Ivoiriens. Pour mémoire, en 2012, Eskéli a remporté le trophée du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest avec son titre à succès Ma copine Ekwata, lors de la 12e édition des Koundé, le baromètre de la musique au Burkina Faso. Direction la Tunisie, où le président Kais Saied a invoqué la Constitution pour s'octroyer les pleins pouvoirs, limoger le chef de gouvernement et suspendre le Parlement. Censé durer 30 jours, le gel du Parlement est désormais prolongé jusqu'à nouvel ordre. On en parle avec Yeli Traoré. Le 25 juillet, le président Kais Saied, qui est spécialiste de droit constitutionnel, a invoqué la Constitution pour s'octroyer les pleins pouvoirs. Il avait aussitôt limogé le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et suspendu le Parlement pour une période initiale de 30 jours. À l'approche de cette date butoir, la présidence tunisienne a publié lundi soir un communiqué sur son compte Facebook. Le chef de l'État a émis un décret présidentiel prolongeant les mesures d'exception concernant le gel des activités du Parlement ainsi que la levée de l'immunité de tous les députés, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Des Tunisiens montrent leur soutien au président dans sa décision de prolonger la suspension du Parlement. Cela fait 10 ans que le peuple se tait et en à peine un mois de suspension du Parlement, certains s'inquiètent. Qui sont ces gens? Les corrompus et les pilleurs du pays sont ceux qui sont dérangés. Nous voulons que le président prenne son temps pour désigner la bonne personne. Nous avons passé 10 ans avec des hauts et des bas et n'en avons rien tiré. Il doit prendre son temps et choisir une personne compétente. La décision présidentielle a été dénoncée comme un coup d'État par certains juristes et ses adversaires politiques, en particulier le parti d'inspiration islamiste Ennahda, qui en tant que principale force parlementaire fait figure de principal perdant. Face à l'ampleur grandissante des doutes sur les intentions du chef de l'État, la présidence a indiqué dans son communiqué qu'il s'adresserait dans les prochains jours au peuple tunisien. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en raison, selon le gouvernement algérien, d'actions hostiles du royaume chérifien à l'égard de l'Algérie. Plusieurs incidents survenus en juillet et en août ont ravivé les tensions entre les deux pays, notamment autour de la question du Sahara occidental. On en parle avec Yeli Traoré. L'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir d'aujourd'hui, a déclaré le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, lors d'une conférence de presse hier. Le ministre a reproché à Rabat de n'avoir jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. Les services de sécurité et la propagande marocaine mènent une guerre ignoble contre l'Algérie, son peuple et ses dirigeants, a-t-il accusé. Dans un communiqué publié tard mardi, le ministère marocain des Affaires étrangères a regretté la décision, complètement injustifiée mais attendue, de l'Algérie, condamnant une logique d'escalade et rejetant les prétextes fallacieux, voire absurdes, qui la sous-tendent. Fin juillet, le roi Mohamed VI avait déploré les tensions avec l'Algérie, invitant le président algérien Abdelmadjid Tebboune à faire prévaloir la sagesse et œuvrer à l'unisson au développement des rapports entre les deux pays. Des Marocains, rencontrés dans les rues de Rabat, se disent déçus par la décision algérienne de rompre les relations diplomatiques avec leur pays. Les relations diplomatiques coupées ou rompues avec l'Algérie, c'est vraiment très dommage parce que, vu l'appel qui a été lancé par Sa Majesté à l'occasion de la fête du trône, je crois que de l'autre côté et surtout les responsables politiques en Algérie n'ont pas une volonté que ces relations soient bonnes. C'est une mauvaise décision. Il n'y a aucune raison de le faire. C'est comme rompre les relations avec le voisin de ta maison. Nous constituons tous une union du Maghreb. L'Algérie, la Tunisie, etc. sont tous pareils. Il n'y a pas de différence. C'est entre les gouvernements que ça se passe.
Les deux peuples marocains et algériens resteront toujours frères. Les tensions sont créées par les gouvernements et cela ne va pas impacter nos relations avec les deux frères, car ces tensions sont là depuis très longtemps entre les deux pays, que ce soit concernant les frontières ou autres. Traditionnellement difficiles, les relations entre l'Algérie et son voisin marocain ont connu une récente dégradation en raison notamment de l'épineux dossier du Sahara occidental, la récente normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël en contrepartie d'une reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur ce territoire a encore avivé les tensions avec l'Algérie, fervent soutien de la cause palestinienne. Paris a appelé mercredi l'Algérie et son voisin à revenir à une logique de dialogue dans l'intérêt de la stabilité au Maghreb. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le coronavirus est toujours présent. Respectez les mesures barrières et prenez soin de vous.